en direct avec Alexandre Bolo, candidat. Alors pour le coup, candidat avec quelle étiquette ou pas? Tu as une étiquette. Alors je vais faire, pour que tu racontes ton étiquette, on va faire donc Previously on Alexandre Bolo. C'est tu as été directeur de cabinet de Alain Ferrand au Barcarès. Je me trompe? Non, tu me dis, hein. Après, tu as rejoint le FN, qui n'était pas RN. Tu as été attaché parlementaire aussi. J'ai bon là aussi. Alors, attaché de Louis Alliot. Tout à fait. Voilà. Jusqu'à récemment ou... Ça fait presque 2 ans que j'ai quitté mon poste d'attaché parlementaire. Tu étais candidat aux législatives, pour la dernière législative. Ouais, en 2017. Candidat malheureux, sinon tu serais député. Et on parlerait d'autre chose. Ouais. Et aujourd'hui restaurateur. Et aujourd'hui restaurateur. À Perpignan depuis presque 2 ans. Le Mirabeau, donc Place République. Ouais. Donc voilà. Donc, une heureuse reconversion. Heureuse reconversion. Donc, oui, alors, oui et non, puisque tu te présentes, c'est que finalement, ta vie de cafetier te suffit pas, quoi. Ah non, ma vie de cafetier, elle m'épanouit totalement. Mais je pense qu'effectivement, quand on est dans la vie réelle, c'est-à-dire dans la vie active, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des candidats, être le seul candidat qui travaille pour une municipale aussi importante que celle de 2020. Pourquoi il bosse pas? Il est pas. Non, Romain Gros, il a un mandat de député, c'est une fonction d'élu, mais ce n'est pas un travail. Et c'est ce à quoi je vais essayer de m'appliquer pendant cette modeste campagne que je mènerai. C'est de dire qu'on peut être dans la vie active et dans la vie civile et apporter sa pierre à l'édifice, à la chose publique, sans faire de la politique son métier. D'accord. L'exercice de la fonction publique, comme son nom l'indique, il est exercé par les fonctionnaires publics. Le politique, il donne les orientations, mais à côté de ça, il faut qu'il garde un pied dans la vie réelle. Et c'est dans cette démarche-là que moi, j'ai quitté mes fonctions en 2018 pour ouvrir mon entreprise, m'imprégner des problématiques de notre ville. Ouais. Et je pense qu'en 2 ans, j'ai eu le temps de faire pas mal le tour de la question et d'appréhender tout ça avec beaucoup de recul, mais à la fois beaucoup les pieds dans mon jus. Et ça me permet vraiment aujourd'hui d'avoir un socle programmatique très intéressant pour notre ville. Alors, du coup, tu as parlé des problématiques, ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous dresser les problématiques perpignanaises, rapido Alors, de ce que je retire en hiérarchie des urgences. Par hiérarchie des urgences, moi je pense que c'est la revitalisation du centre-ville. Aujourd'hui, Perpignan, c'est le chef-lieu. Quartier Place République. Sans parler de mes intérêts économiques propres, parce que aujourd'hui, surtout la Place de la République, qui est plus aussi vivante qu'il y a 20 ans, quoi. Ouais, c'est clair. C'est une autre place. C'est une place qui est plus cosmopolite, effectivement, puisqu'elle est au carrefour de 2 quartiers, hein, le centre-ville bourgeois et le centre-ville ultra paupérisé, Saint-Jacques, Saint-Mathieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer de, je pense, effacer cette ligne Maginot entre ces 2 Perpignan et créer ce que j'appelle moi la mixité sociale inversée, c'est-à-dire refaire venir des populations argentées en centre-ville, leur redonner le goût du centre-ville, mais pour ça, il faut y mettre les moyens. Tu veux virer les pauvres ? Pas du tout, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a trop de pauvres en ville et trop de gens qui souffrent aussi. Donc je pense qu'il faut leur apporter une nouvelle dynamique. Alors, qu'est-ce qui a généré ça? Qu'est-ce qui a généré ça? Qu'est-ce qui a généré ça, à mon sens? C'est l'absence de ce que connaissent les autres villes de la même taille que Perpignan et les métropoles un peu plus grandes que Perpignan, à savoir la gentrification, c'est-à-dire ce phénomène de habitants, travailleurs qui font vivre l'économie du centre-ville et qui permettent de faire vivre une économie circulaire au sein du cœur de ville. Aujourd'hui, on a fait la piétonisation, on a quasiment interdit l'accès aux voitures au centre-ville, on a créé des péages, des péages financiers qui font que les gens ne peuvent plus venir en ville parce que le stationnement est trop cher. Aujourd'hui, les parkings représentent un frein à la venue en centre-ville, et particulièrement le prix des parkings. C'est en ça que... C'est des parkings privés, hein,
c'est comme la Française des Jeux, c'est Vinci qui a... C'est ça, en fait, c'est-à-dire c'est des parkings qui ont été payés par l'argent du contribuable, un petit peu comme les autoroutes, qui sont aujourd'hui exploités par des entreprises telles que Vinci, via des filiales, Indigo, Striteo à Perpignan, et qui jouissent d'une infrastructure publique moyennant une redevance annuelle, et qui pratiquent des tarifs, à mon sens, prohibitifs. C'est pour ça qu'un des axes, notamment Place de la République, là il s'agit de la société Q-Park, qui pratique également des tarifs prohibitifs. C'est pour ça que dans mon programme, au niveau du stationnement, qui sera un axe fondamental, puisqu'elle sera au centre des enjeux de l'avenir de la ville, il faut remettre en régie publique l'ensemble des parkings publics. Mais il faut investir, faut les racheter. Non, la mairie est propriétaire de ces parkings. Il suffit juste de mettre fin à ce contrat de délégation de service public. Soit en attendant son échéance, soit en activant ce qu'on appelle la clause résolutoire, moyennant une indemnité qui devrait être versée au gestionnaire. C'est une indemnité qui est dégressive au fil des années. Plus on approche du contrat, plus la clause résolutoire est faible. En ce qui concerne le stationnement de surface, en revanche, il faudra activer la clause résolutoire, mais sans indemnité, puisqu'il faudra faire valoir la mauvaise foi de l'exploitant, à savoir Indigo, et sa filiale Striteo, Hello, qui... Vous avez besoin de quelque chose, cher ami? Donc je pense qu'en ce qui concerne ce cas particulier du stationnement de surface, aujourd'hui il y a des abus que tous les Perpignanais sanctionnent, qu'ils soient résidents ou qu'ils soient de la métropole et qui viennent se garer en ville. Aujourd'hui, il y a des abus au niveau des contraventions. Il me paraît totalement anormal que dans une ville, quand on met un ticket de parc-mètre jusqu'à 14h30 et qu'à 14h31, on n'a pas eu le temps d'aller remettre son ticket, on se prenne une amende de 35 €. Voilà, ça paraît complètement... C'est à ça que servent les caméras, notamment, pour mieux flasher les... Alors, les caméras, elles servent particulièrement au niveau des couloirs de bus. Donc là, c'est carrément... Et des places handicapées, 135 € d'amende. Mais par contre, au niveau des stationnements de surface, c'est des véhicules effectivement équipés de caméras qui verbalisent directement avec un système de lecture de plaque connecté au parc-mètre et qui enregistre. Oui, parce qu'on est obligé de donner sa plaque. Ouais, exactement. Et donc ça, c'est un peu une atteinte à la liberté, parce que moi, quand je vais voir ma maîtresse, j'ai pas envie que la ville le sache au travers du numéro de plaque. Écoutez, je ne sais pas si ça a fait exprès, mais en tout cas, c'est l'application d'une directive européenne. Qui oblige toutes les grandes, qui a été transposée en droit interne et qui oblige effectivement toutes les villes à s'équiper de parcs-mètres où on est obligé d'enregistrer sa plaque d'immatriculation pour pas qu'on puisse filer le ticket à son voisin. Donc c'est une manière de plus d'engraisser la compagnie exploitante, à savoir une compagnie qui se porte déjà très bien et qui n'avait pas besoin de ce marché en plus. Voilà, on voit ce que ça a donné avec les autoroutes, on renouvelle la même chose avec le stationnement de surface. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut reprendre les choses en main. Une ville, si elle veut être attractive et attirer du monde, il faut qu'elle ait la maîtrise de la politique de stationnement. Or, aujourd'hui, Perpignan n'a plus la maîtrise de sa politique de stationnement en ayant délégué l'intégralité de celle-ci au secteur privé, au détriment du portefeuille des Perpignanais. Alors... Et donc de nos portefeuilles. Oui, voilà. Alors, on est en centre-ville. Est-ce que toi, dans ton établissement, tu as des tonnes d'étudiants qui viennent... se saouler comme des cochons d'étudiants en droit. Non, sous-entendu, est-ce que la réimplantation de l'université a été une réussite? Puisque on ne les fait pas venir les étudiants pour leurs beaux yeux, c'est parce qu'on pense qu'ils vont remettre de la vie au centre-ville et de l'argent pour le réanimer. Je pense qu'effectivement, l'arrivée des étudiants en centre-ville, c'est ce qui va participer à ce phénomène de mixité sociale inversée. C'est-à-dire qu'on insère des futurs actifs et on leur redonne goût à vivre en centre-ville et à profiter du centre-ville. Aujourd'hui, il y a eu la phase 1, c'est-à-dire l'implantation à Saint-Jacques. Des bâtiments, pas vraiment des étudiants. L'implantation des bâtiments à Saint-Jacques et d'une première phase composée de 500 étudiants. Après, maintenant, on attend l'achèvement des travaux du théâtre municipal qui servira également d'auditorium pour les étudiants en droit. Je pense que là, effectivement, peut-être à ce moment-là, on verra un petit peu plus les effets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'implantation de l'université avec cette première phase en plein cœur de Saint-Jacques, c'était quand même un signe fort. C'était une proposition de l'opposition dans laquelle je siégeais, puisqu'initialement, Jean-Marc Pujol voulait faire ce projet sur la dalle Arago, ce qui était une aberration, puisqu'il valait mieux garder cet espace immobilier dans le cadre de l'extension du tribunal, qui a abouti d'ailleurs. Et c'est là que tu étais donc
dans l'opposition avec Louis Alliot. J'étais conseiller municipal, effectivement, j'ai été élu en 2014 sur la liste de Louis Alliot, en 11e position. J'ai effectué 5 ans de mandat, dont la dernière année où j'ai fait la chaise vide, et j'ai préféré démissionner plutôt que de monopoliser un siège pour me consacrer à ma campagne, et parce qu'il me paraissait tout à fait légitime de rendre à César ce qui appartenait à César. Je devais mon élection au président de groupe d'opposition, et sachant que je décide de me désolidariser de lui dans le cadre des prochaines échéances, alors, je crois d'ailleurs que tous les élus municipaux qui ont décidé de quitter leur candidat initial auraient dû faire la même chose que moi. Il me paraît tout à fait anormal de continuer à siéger alors même qu'on détient son mandat grâce à une tête d'affiche qu'on ne soutient plus. Tu penses à Olivier Amiel en particulier? Je pense à Olivier Amiel en particulier. Et Romain Gros, parce que Romain Gros n'y est plus. Romain Gros, je pense que la différence, c'est que lui, c'est plus pour des raisons financières. C'est-à-dire que lui, il a préféré garder son mandat de conseiller départemental et son mandat de député. Il aurait très bien pu faire le choix de démissionner du conseil départemental, faire monter son suppléant et continuer à se battre au sein du conseil municipal à Perpignan dans l'opposition. Mais malheureusement, dans le cadre de sa manière de faire, je pense qu'il préfère instrumentaliser d'autres élus au sein du conseil municipal pour jouer ce rôle d'opposition que lui ne joue pas frontalement, puisque vous ne l'entendrez jamais dire du mal du maire actuel. Oui, et puis le maire actuel, si, il dit qu'il est déçu quand même. Il s'est senti trahi, comme dirait un ami. Le maire, Jean-Marc Pujol ? Oui, parce qu'il a fait beaucoup de choses, me disait-il, sur ce même fauteuil pour lui. Et puis, bon, résultat des courses, voilà quoi. Effectivement, c'est un peu une trahison, mais j'ai envie de dire que... même à un moment donné. Non, je pense que c'est... Il pleure des larmes de crocodile. Oui, vraiment enfin, je veux dire, à trahison et demi. Oui, voilà. Je veux dire, Jean-Marc Pujol avait promis à Romain Gros qu'il serait président de l'agglomération en 2014. Il n'a pas tenu sa parole. Il l'a nommé premier adjoint. Je pense que ça a été une grosse déception pour Romain Gros, qui a avalé tranquillement toutes ses couleuvres jusqu'à ce qu'il rejoigne La République En Marche. Et effectivement, aujourd'hui, il a pris sa revanche. Voilà. Tout le monde a le droit de prendre son indépendance à un moment donné, et il me semble que... Par contre, il faut quand même garder une certaine ligne politique. Enfin, je veux dire, Romain Gros aujourd'hui, qui fait partie des candidats favoris, puisqu'il est soutenu par le président de la République, il a fait le tour intégral de l'échiquier électoral, du PS en passant par les écolos, en passant par le centre, en passant par les Républicains, pour finir à La République En Marche. Oui. Il lui manque plus que la France Insoumise et le Front National. Le Front National, oui, évidemment. Mais après, voilà, il y a deux visions de faire la politique. Il y a une vision carriériste, et puis il y a une vision d'intérêt général. Alors, est-ce que tu es de droite ou de gauche, si j'ose dire? Bah, moi, je dirais que je suis la droite des valeurs et la gauche du cœur. Le en même temps, absolument. T'es trapéziste de métier, ma parole. Disons que j'ai une relation un peu schizophrène avec la droite et la gauche. Ouais. Je viens d'une famille maternelle où c'est des républicains espagnols antifranquistes qui sont venus en France en 1936, qui ont traversé la frontière à pied. Et du côté de mon père, c'est vraiment la droite républicaine qui pourrait se poser la question de voter Le Pen au deuxième tour en 2002, quoi. Ah oui, non, mais parce que, bon, à un moment donné, le Front National, c'était l'ancien RPR, quoi. Il faut reprendre les campagnes du RPR dans les années 80, voire jusque dans les années 90. On voit que le Front National n'est plus ce qu'il était, alors d'autant qu'il est renseignement national. Pourquoi je dis ça, moi Et pourtant, t'as bu que du Perrier, là. Ouais, non, j'ai passé une nuit blanche dans ça. Et donc l'ours lui dit, on va reprendre. Alors, pourquoi plus Louis Alliot? Est-ce que vous êtes disputé, il t'a piqué ta meuf, un truc quoi? Non, il a pas eu besoin de me piquer ma meuf. Ouais. Il en a trouvé une autre. Ouais, oui, il paraît. On m'a dit ça. Non, c'est quoi vous êtes en bon terme? Je pense qu'on avait fait on n'a pas de terme. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de notre collaboration. Vous savez, une relation de collaboration politique, ça peut être un petit peu comme une relation amicale ou comme une relation de couple. Au bout d'un moment, quand on a fait le tour de la question, il y a quelque chose qui s'éteint. Et là, en l'occurrence, l'ampoule était grillée, donc il n'y avait vraiment plus de raison de continuer de travailler ensemble. Et je pense que c'était d'un côté
d'un côté comme de l'autre, sauf qu'effectivement, c'est moi qui ai pris la décision D'accord. de partir. On sort un peu de tristesse. Bon, Ouais, non, j'avoue, ça m'a fait de la peine parce que quand on travaille, moi j'ai travaillé pour plusieurs élus, et celui pour lequel j'ai travaillé le plus longtemps, c'était lui. J'ai énormément appris à ses côtés. Ouais. J'ai énormément appris aussi sur ce qu'était le Front National de l'Intérieur. Ouais. Et c'est une expérience sociologique extrêmement intéressante. Et politiquement très intéressante aussi. Mais maintenant, j'ai aucun regret, si c'était à refaire, je le ferais à 100%. Donc, on va revenir. Alors, il n'y a pas longtemps, tous les candidats à l'élection municipale ont été invités, tous sauf la gauche alternative. Oui, c'est vrai. J'étais étonné d'ailleurs. Et Pujol n'étant pas déclaré, puis de toute façon, il était invité, mais il a déclaré qu'il avait un truc à faire à Paris. Ont été invités autour du colloque du BTP à s'exprimer sur leur candidature. Donc tu y étais. C'était ma première intervention de campagne. C'était un exercice hyper stressant parce qu'il fallait s'exprimer pendant 6 minutes devant un public hyper avisé. Il y avait quand même 300 personnes, que des chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics. Et donc c'est un sujet que j'aime bien, donc c'était intéressant. Moi, ce qui m'a choqué, je veux dire, quelle légitimité les fraternels du bâtiment ont invité les candidats. Bon, il faut prendre quelque chose en considération, c'est que le BTP, c'est quand même la deuxième source d'emploi du département après les administrations publiques. Par conséquent, c'est vrai que c'est un secteur que les collectivités publiques doivent choyer pour préserver les emplois, hein, d'une certaine manière. Donc eux, ils sont extrêmement soucieux des futurs élus, parce qu'ils sont soucieux des futurs marchés et des propositions qui seront faites par les élus. Est-ce que vous avez fixé le prix des rétrocommissions? C'était la question que je me posais. Non, ça n'a pas été évoqué. Marché ouvert et demande du candidat. Non, par contre, on n'a pas évoqué ces sujets-là qui sont un peu graveleux, même s'il paraît que ça se pratique beaucoup. Mais en pas revanche, ici à Marseille, sûrement pas ici. Je sais pas. Il doit y avoir des enquêtes en cours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet que moi j'ai évoqué en tant que candidat... Qu'est-ce que tu as proposé? De quoi tu parlais face à ces gens-là? Moi, j'ai parlé clairement de l'ouverture des marchés publics et de l'accès à la commande publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment que la commande publique, elle est opaque et que les marchés publics ne sont pas accessibles à tous parce que les cahiers des charges sont hyper élevés. Et si on ne bénéficie pas en interne d'un service juridique, on n'est pas forcément à même de répondre à ces appels d'offres et de remplir tous les critères. Mais donc, contrairement aux viticulteurs ou aux coopératives fruitières, on peut pas leur proposer de se regrouper tous ensemble pour créer un pool marché public, parce qu'ils sont les uns justement contre les autres. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est peut-être simplifier les... Ça pourrait être simple. Comment? Un colcos du bâtiment. Oui. Mais je suis marxiste. Il en loupe pas une. Donc oui, et alors? Et donc, du coup, moi, ce que j'ai proposé, c'est effectivement une plus grande transparence dans les marchés publics, et particulièrement dans les attributions. Moi, je pense que les élus d'opposition doivent siéger dans les commissions d'appel d'offres et dans l'ouverture des plis pour une plus grande transparence. D'accord, alors on va passer à un autre sujet. Alors, on va rapidement aborder un sujet, parce que juste avant l'interview, tu as été contacté par une fraternelle qui est par tradition, donc les francs-maçons qui... C'est vrai, ils m'ont appelé, ça m'a surpris d'ailleurs. Qui demande à chaque candidat, comme pour le BTP, de présenter... et donc, il l'avait fait déjà dans les élections précédentes. Je croyais qu'il s'était arrêté, mais apparemment, l'Archiram, puisqu'il s'agit a repris du service. Écoutez, je l'apprends à l'instant. Apparemment, dans la deuxième quinzaine de janvier, ils réuniront l'ensemble des candidats au municipal à Perpignan pour qu'on leur évoque nos projets. Et alors, bon, c'est un auditoire comme un autre. Hein. C'est un petit peu comme être reçu par une association, comme être reçu par le BTP. Moi, en tout cas, j'ai répondu favorablement. Tu trouves qu'il y a une légitimité à ce que des corporations... Moi, je dis pas qu'il y a une légitimité, des regroupements philosophiques, si les témoins de Jéhovah convoquaient les candidats, par exemple, j'exagère pour... Alors là, c'est pas une convocation, c'est une invitation. Voilà. Moi, j'estime que chaque voix pèse la même chose. Que ce soit la voix d'un franc-maçon, que ce soit la voix d'un commerçant, ou que ce soit la voix d'une membre... Ouais, c'est pas mon cas.
et, d'une membre d'une association de gymnastique rythmique. Voilà, je pense qu'à partir du moment où on nous donne l'occasion de s'exprimer dans le cadre de sa campagne et de rencontrer des électeurs potentiels et des gens qui sont préoccupés par l'avenir de leur ville, et Dieu seul sait si l'avenir de Perpignan est préoccupant, je pense qu'il faut saisir l'occasion. Tu crois que moi, je réponds à Perpignan, c'est déjà une bonne information. Non seulement il y a déjà un présent, parce qu'il y a des gens qui s'investissent de manière désintéressée pour leur ville. Je pourrais vous citer une liste comme ça de commerçants qui travaillent pour la gloire, qui ne se versent même pas un SMIC à la fin du mois. Quand ils ne doivent pas rajouter au pot à la fin de l'année avec leurs économies. C'est leur danseuse, quoi. Non, c'est leur vitrine. C'est une fierté d'avoir un commerce. Moi, le premier. Et c'est vrai que c'est une très belle aventure. Mais aujourd'hui, pour être commerçant à Perpignan, au centre-ville, où il faut être, pour être commerçant au centre-ville à Perpignan, où il faut être très très motivé, ou alors il faut être très très riche. Voilà. Il faut avoir de l'échine. Il faut avoir du ressort, et voilà, c'est ça. Alors, on a parlé. Est-ce que, par exemple, la culture, t'as une idée? Alors, après, on parlera. Tu sors comme ça du bois. Est-ce que tu arrives à avoir ta bande de jeunes de 55 personnes? Parce que c'est pas rien. Alors, moi, j'ai pas une bande de jeunes de 55 personnes. J'ai des gens de tous âges. Oui, non, mais. Et je pense que ce sera. C'est une jolie. De boucler une liste, quoi. Voilà, en général. Pour tout le monde. Parce que j'ai l'impression que toutes les listes. Moi, aujourd'hui, j'ai ma liste qui est bouclée, déjà depuis un petit moment, puisque c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis bien avant l'annonce de mon élection. Et j'avoue que je suis assez content du résultat. D'ailleurs, je vais tous les réunir avant les vacances de Noël pour faire un petit point. Nous en faire 5 centimes, nous balancer, faire du name dropping? Non, franchement, je vous dis franchement non, parce que tant que les formulaires ne sont pas signés, ouais. J'ai déjà eu des désistements et j'ai pas envie de prendre le risque de citer des noms. Moi, je pense qu'à partir du moment où les formulaires préfectoraux sont pas signés, les engagements sont pas signés, il faut pas donner de nom. Tu as absolument raison. Et parce que sinon, c'est la meilleure occasion de créer l'effet domino. D'accord. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ma liste, elle est bouclée. Des spécialistes, entre guillemets, des gens qui connaissent le BTP, la culture, le ski, etc. Alors, le ski, non. Par contre, moi, en revanche, je suis skieur, j'adore ça. Mais, tu vois, c'est une liste hyper cosmopolite. Ouais. C'est une liste qui est représentative de ce qu'est Perpignan. Voilà. C'est une liste où il y a des commerçants, où il y a des professions libérales, où il y a des artisans, où il y a l'agriculture, où il y a un éventail de tout ce qui compose la société perpignanaise, tant en matière culturelle que tout ce qui compose la vie civile. En fait, c'est une liste composée d'éléments de la société civile. Voilà. Et t'as pas de politique, hein, pour le coup? Non, je n'ai aucun politique. Parce que, par exemple... en même temps, j'en ai sollicité aucun. Robin Gros a récupéré Clotilde Font. Oui, c'est vrai. Mais Clotilde est une amie. Et c'est vrai que quand elle avait quitté le groupe d'opposition, ça m'avait fait beaucoup de peine parce que c'était vraiment quelqu'un sur qui je m'appuyais beaucoup, puisqu'on venait tous les deux de l'UMP. Ouais. Et de temps en temps, on se serrait les coudes sur des sujets thématiques et programmatiques pour les différentes campagnes. Et elle a fait le choix de rejoindre La République En Marche. J'espère qu'elle ne sera pas déçue. Et pour l'instant, apparemment, ça se passe bien avec elle et Romain. D'accord, mais apparemment, Romain Gros aussi, plein d'anciens du Front National. Alors moi, Jean-Louis de Noël, par exemple. C'est sa femme qui l'a récupéré. Il y a Josiane Cabanas qui a rejoint aussi la liste. Effectivement, moi je comprends pas très bien cette stratégie de recycler les élus de Jean-Marc Pujol, mais je pense que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une manière de s'infiltrer. Comment? T'aurais pas Suzy Simoniquet sur ta liste? Non, je n'aurais pas Tata Suzy sur la liste. On sent du regret, je comprends. Elle repart avec Jean-Marc. Donc sur la culture, est-ce que tu as une vision sur la culture pour ta candidature? Ouais, j'ai une vision sur la culture. D'ailleurs, j'y consacrerai toute une page thématique. J'ai créé un petit groupe de réflexion au sein
des membres de mon équipe. Et là où on s'est tous mis d'accord, c'est qu'il faut qu'à Perpignan, la culture soit plus accessible, soit plus visible et qu'on communique mieux dessus. Aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que la culture perpignanaise, elle est scindée entre différentes sphères. On a d'un côté l'élite du théâtre de l'archipel, où finalement il y a des représentations qui semblent pas accessibles à tous et dont on n'entend pas forcément. Une question de prix ? Non, pas pour une question de prix, parce que c'est quand même assez accessible, mais je pense vraiment pour une question de communication. Il faut vraiment que la communication culturelle arrive à toutes les portes. Et ça passera par ce qui existe déjà, c'est-à-dire un fascicule culture, ce qui existe déjà, mais vraiment créer, au-delà du bulletin communal qui est quand même un peu trop rétro aujourd'hui, créer un livret culture pondu par les services culture de la mairie et qu'on fera distribuer par Adrexo, de manière à ce que tous les Perpignanais soient informés de la culture en temps réel sur leur territoire, et pas que sur Perpignan, mais aussi sur l'agglo, puisque moi je suis pour le transfert culture au niveau de l'agglomération. D'accord. C'est-à-dire qu'il me semble une aberration totale qu'on ait construit 2 théâtres quasiment en même temps, un à Saint-Estève, le théâtre de l'Étang, un à Perpignan, le théâtre de l'Archipel. Donc entre Saint-Estève et l'entrée de Perpignan, je vous laisse regarder, il y a 2,5 km. Quand même. Alors certes, il y a une scène nationale et il y a une scène qui est plus locale, puisqu'il travaille beaucoup avec Boîte à Clous, mais je pense que c'est un saupoudrage d'argent public qui est un gros gâchis. Si on avait consacré tous les moyens sur le théâtre de l'Archipel, eh ben on aurait pu avoir un truc encore plus top, quoi, avec un toit qui fuit pas, et tout et tout. Mais c'est gens nouvelles, ça faisait partie du jeu. Alors une question, moi je trouve qu'au prétexte de la culture, on n'investit pas dans la culture. Je m'explique, on investit dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé le théâtre ou les théâtres ou les lieux, en fait on ne peut plus payer les artistes qui seraient à même d'animer le truc. Est-ce qu'on met pas la charia avant la bœuf? Est-ce qu'il ne faudrait pas investir beaucoup dans des artistes? Par exemple Nantes. Je cite souvent l'exemple de Nantes avec le Royal de Luxe, et qui du coup, Nantes est connue notamment parce qu'il y a le Royal de Luxe qui est la figure de proue de la culture nantaise. Ouais, effectivement. Alors aujourd'hui, on a quand même 7% du budget municipal qui est sclérosé pour les mensualités liées au théâtre de l'Archipel. C'est-à-dire que le budget culture de Perpignan est complètement bouffé par cette structure immobilière qui n'appartient pas à la ville, mais qui appartient à un conglomérat immobilier dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et on est encore paralysé pour les, tenez-vous bien, 40 prochaines années. Ah oui, parce c'est-à-dire que sur un bâtiment. Début, mais finalement, ils ont rajouté des... C'est ça. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le théâtre de l'Archipel, à la base, quand il y avait le panneau qui était installé, c'était 35 millions d'euros. Et en fait, moi, quand j'étais élu dans l'opposition, on avait fait le calcul. Lors de la dernière mensualité, il aura coûté la bagatelle de 101 millions d'euros. Alors, bon, c'est un outil super, mais effectivement, est-ce que c'est pas un peu dommage de paralyser autant de fonds pour une structure immobilière, au détriment, finalement, du financement de tout un tas de troupes locales, que ce soit des groupes musicaux, j'en connais certains d'ailleurs qui viennent jouer ici à Lulu, et qui sont venus jouer chez moi dans mon resto, et au détriment de représentations théâtrales et des artistes locaux. Alors, je pense qu'effectivement aujourd'hui il faudrait peut-être plus investir dans l'humain plutôt que dans la pierre. Alors là que je t'ai sous la main et qu'on parle d'artistes, et que j'en ai un que je vais te frapper parce qu'il n'arrête pas de s'agiter pendant l'interview. Salut Madi. Les Beaux-Arts, tu les rouvres, toi tu trouves ça intéressant? Alors, les Beaux-Arts, c'est une catastrophe. D'ailleurs, le reste... Qu'ils soient fermés ou... c'est une catastrophe que ça a été fermé. C'est-à-dire que je pense que même un maire d'extrême droite, dans une ville comme Perpignan, il n'aurait même pas osé faire un truc pareil. C'est bien la preuve que quand même... Si le Front National avait fermé les Beaux-Arts, vous auriez hurlé. Il y aurait eu une révolution, à mon avis. Donc ça, c'est un grand gâchis. Et j'aime autant vous dire que, malheureusement, avec toute l'énergie qu'un maire pourrait déployer, la réouverture de l'école des Beaux-Arts, aujourd'hui, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Voilà. C'est trop compliqué à ton avis? C'est pas que c'est trop compliqué, c'est que, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, ils veulent fermer des établissements. Un petit peu comme dans le cadre de la volonté de fusionner les communes, etc. À partir du moment
où vous avez baissé le rideau, Mhm. l'État ne vous resubventionnera pas une deuxième fois pour réouvrir. Oh, d'accord. Puisque l'objectif a été atteint. Oui, oui. Donc c'est un grand gâchis. Par contre, parallèlement à ça, certes, c'est moins prestigieux, mais il faut peut-être développer d'autres cursus de formation artistique en partenariat avec l'université. Ah oui. Pour compenser cette Alors, ce qui avait triste été perte. envisagé sous forme d'un master, mais dont la bande-annonce a été tellement improbable que personne... Enfin, il y avait eu 8 personnes qui s'étaient inscrites au master Beaux-Arts, etc. Et donc, ils ne l'ont pas ouvert parce qu'il n'y avait pas assez de gens, quoi. Il y avait Ça, un c'était truc- avant ou c'était après la fermeture? C'était après l'affaire... Concomitamment, si tu veux. Concomitamment, c'était... donc... avec en partenariat, il y a eu de longues négociations entre... Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire pour avoir parlé avec des étudiants des Beaux-Arts, c'est que de nombreux étudiants ont été dissuadés de s'inscrire à l'école des Beaux-Arts lors de la dernière année, de manière à pouvoir justifier auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Culture que cette école n'avait plus d'utilité. Or, les effectifs, et là c'est pareil, c'est aussi une question de communication. Il faut promouvoir la possibilité d'accès à ce type de formation. Et aujourd'hui, du moins à l'époque avant qu'elle ferme, l'école des Beaux-Arts, on n'en entendait pas beaucoup parler. C'est ce qu'a fait l'université de Perpignan. Oui, oui. On n'a jamais autant parlé de l'université de Perpignan que ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le paquet sur la communication. Alors certes, ça a un coût, mais ça a également des retombées qui sont hyper positives. Donc, Aujourd'hui, toi, tu trouves dire que qu'on le est travail étudiant à de Fabrice l'université... Lorraine était utile. Moi, je pense que Parce le travail c'est de... l'impulsion de Fabrice Lorraine. Ah oui, oui, On complètement. est passé de 2 personnes à la communication à 8, Ouais. et le budget qui a... Ouais, le budget qui a flambé, mais de notre côté, des recettes qui ont flambé aussi, Mhm. grâce à la fondation universitaire. Donc oui, effectivement, en ça, on peut reconnaître à l'ancien président de l'université Il un est travail sur ta de liste. qualité. Il n'est pas chez plus jeune, Fabrice Lorraine, t'es sur Jean- ta liste. Il est bienvenu en tout cas. Ouais, voilà, on lui dira. Donc, on a parlé... Ouais, alors, l'université, c'est bien d'y revenir. Bon, on a parlé des bâtiments, de retour. Ouais. Mais, par exemple, l'université de Perpignan, pour avoir une meilleure visibilité, qu'est-ce que tu penses qui est l'ouverture de l'enseignement de la médecine, mais en transfrontalier pour justifier, c'est-à-dire qu'il serait sous double tutelle Montpellier, Gérone, pour... Si ça nous permet de toucher des subventions de l'Europe, pourquoi pas? voilà. Pourquoi pas? Après, c'est sûr qu'avoir un centre hospitalier universitaire à Perpignan, ce serait top. Ça a été en projet. Finalement, maintenant, c'est un petit peu tombé à l'eau, j'ai l'impression, parce que les moyens n'ont pas été mis et le lobbying n'a pas été suffisant. Est-ce que par exemple, on a le groupe Elsan, donc qui a Medipol, Ouais. Saint-Pierre et Tutti Quanti. Donc Elsan maintenant c'est un tiers du sud en Ouais. termes de clinique. A pas fait pression pour faire capoter des projets de médecine publique, quoi, par exemple. Ça, je vous avoue, j'ai pas de contact particulier dans, Ouais, non, mais dans c'est ce groupe, mais il faut se renseigner, effectivement. Et si c'est le cas, c'est regrettable. Mais moi, j'en sais rien, mais je pose la question. En tout cas, si c'est le cas, moi je dis c'est vraiment du dommage, c'est vraiment du gâchis. ouais, du gâchis. Et c'est du dommage. Voilà, collatéral peut-être, mais voilà. Donc, on va parler transport, Ouais. parce que c'est lié notamment au centre-ville, mais pas que. Est-ce que tu penses que la circulation à Perpignan, elle est fluide? Je pense qu'elle est tout le contraire de fluide, effectivement. Mais parce qu'il n'y a pas la décision qui a été prise de faire un véritable plan de circulation. Moi qui suis automobiliste, je peux vous dire que vous passez une semaine sur un carrefour, telle rue est dans un sens, et vous repassez la semaine suivante, la rue est dans l'autre sens. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un riverain qui a dit que ça lui irait mieux dans ce Il n'y a pas sens-là, de parce cohérence que en fait. il n'y a pas de plan de circulation. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de se pencher dessus. En ce qui me concerne, j'ai travaillé dessus, je ferai une proposition pendant la campagne. Et il ne faut pas avoir peur de s'inspirer des villes qui marchent. Vous évoquiez Nantes tout à l'heure. Nantes a fait le choix sur son boulevard circulaire, hein, qui n'est pas un boulevard périphérique, mais l'équivalent de notre boulevard Poincaré, boulevard Mercadet. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'envisager le sens unique. Voilà, Perpignan, c'est pas ce qu'il y a à énorme. Barcelone en fait. Ouais, voilà, exactement. Et d'une Après, rue à Barcelone, l'autre. c'est un plan damier, donc c'est un petit peu plus facile Oui, voilà. de faire demi-tour. Je pense qu'il y a une priorité.
c'est désenclaver Saint-Jacques. Mmh. Et pour désenclaver Saint-Jacques, il faut faire une rue traversante. Mmh. Aujourd'hui, elle existe. C'est l'axe Émile Zola, rue des Carmes, rue de la Tour de France, rue Valdec-Rousseau, pardon. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est la mettre en sens unique, mais en sens inverse, de manière à ce que ce soit une rue d'accès au parking République, que les habitants de Perpignan Sud, pour venir au centre-ville, soient, pardonnez-moi l'expression, obligés de passer par là. Ça contribue un petit peu aussi à la mixité sociale inversée que j'évoquais pour le quartier. Aujourd'hui, l'axe Émile Zola Carme est une voie de sortie. Maintenant, il faut que ce soit une voie d'entrée. Alors, on est à Saint-Jacques, ça tombe bien. On ne va pas parler gitan, on en parlera peut-être après, mais dans la foulée, moi, ce qui m'intéresse, c'est un vrai marché pour la ville de Perpignan, parce que les halles, c'est une food court, comme on dit. C'est pas un lieu où on va faire... L'intérêt de faire de la place Cassagne un vrai marché, avec une vraie visibilité de la production locale, ce qui n'est pas à l'heure actuelle. Moi, je pense que le marché de la place Cassagne, il doit garder sa vocation de marché... il n'y a rien de péjoratif, mais de marché un peu fourre-tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se fournissent uniquement sur le marché de la place Cassagne en vêtements, en fruits et légumes, en viande, en poulet rôti, en cosmétique, en plantes vertes, en fleurs, en fruits de mer. Enfin, c'est un marché qui, sous ses aspects anarchiques, au final, est hyper bien organisé parce qu'il répond aux demandes et aux besoins d'une clientèle qui existe. Une certaine clientèle, mais il pourrait s'ouvrir autre chose. Il y a des redites, par exemple, sur la fripe. Il y a trop de stands de fripe. Sur les légumes à 1 € le kilo, c'est les frères Bouchacha qui ont 3 fois le même stand réparti. Donc on pourrait, je connais un peu le sujet, j'y ai vécu, on pourrait éliminer les redites pour y faire une offre différente. Alors moi je pense que déjà il faut faire un point sur la demande des commerces qui souhaitent s'installer sur le marché de la Cassagne. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une liste d'attente? Je suppose c'est un des services de la mairie. Je ne le sais pas. Bien sûr, mais si tu génères l'impossibilité de travail, mais si tu revois les conditions d'accès au marché, eh bien, tu auras... Et puis, je pense qu'on peut programmer un marché, quoi, tout simplement. Si la mairie a une volonté de dire, sur ce marché, il y aura un tiers de ça et un 3e tiers, parce que le 4e tiers, ça n'est plus un tiers, du coup, c'est un quart. La mairie peut très bien le faire. La mairie peut très bien le faire, mais après, il y a une loi de l'offre et de la demande. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il ne faut pas casser ce qui marche. Le marché de la place Cassagne, j'ai l'impression que c'est un marché qui fonctionne. Aujourd'hui, si on doit créer un véritable pôle alimentaire parallèle à celui de la place Cassagne, qui existe depuis des lustres et qui fonctionne bien, où il y a une clientèle fidèle et de tous les milieux sociaux. Non, ça c'était avant. Ça c'est en baisse. La fréquentation de Cassagne est en baisse. Mais c'est peut-être pour des questions de stationnement. Alors, non, c'est plutôt une question de démixité. Avant, tu avais les baraques. Les baraques amenaient une autre clientèle. Bon, après, moi, j'étais contre la démolition de ces baraques. Dans le plan d'Albuy, via Bernard Cabane, l'architecte, il y avait à nouveau des cabanes qui permettaient d'avoir d'autre chose que... le bas de gamme qui a programmé en ce moment à Cassagne. Je pense que le véritable problème de la place Cassagne, c'est qu'il y a une communautarisation totale. C'est-à-dire qu'avant, on avait des boucheries traditionnelles et des boucheries halal. Aujourd'hui, on n'a plus que des boucheries halal. Donc effectivement, je pense que faire du halal, ça ne veut pas forcément dire faire du bas de gamme. Mais par contre, ça veut dire faire de la nourriture certifiée religieuse. Moi, ce que je proposerais, ce que je proposerais, en revanche, concernant la place Cassagne, effectivement, c'est un retour de ces petites baraques qu'on mettra en concession, mais pour toujours dans cette perspective de mixité sociale inversée, réinsérer des commerces non communautaires pour que tout ce beau monde cohabite, puisque aujourd'hui, la place Cassagne, elle bénéficie aussi bien aux habitants du quartier Saint-Jacques que du quartier Vélodrome, que de Saint-Gaudéric, que de l'Escobas. Et il ne faut pas que l'offre soit limitée uniquement aux produits communautaires
Et ça, ce sera peut-être faire preuve d'une forme de discrimination positive, recréer ces petits baraquements, diversifier l'offre sans forcément la faire monter en gamme, parce que la faire monter en gamme, ça veut dire la rendre moins accessible au tout un chacun. On peut avoir du haut de gamme et du moyen de gamme et tous les niveaux de jeu sur la place, il y a assez d'espace. Ouais. Moi, je pense qu'il faut tabler sur le moyen de gamme concernant la place Cassel. Par contre, au niveau de la place de la République, qui est le pôle alimentaire historique de Perpignan, moi je suis pour le retour. Des vraies halles métalliques à l'époque étaient là, ouais. Moi je suis pour le retour d'une halle en centre-ville qui ne serait pas en concurrence avec les halles Vauban, qui est un non, c'est des restaurants food court et qui fonctionne très bien. C'est une réussite. Moi je pense qu'il faut sur le tirer Vanderbilt à New York. Exactement, et qu'il faut vraiment tirer notre chapeau aux investisseurs qui ont créé ce pôle, que tout le monde nous envie et que tout le monde fréquente et que tout le monde adore. Moi le premier. J'ai pas l'occasion d'y aller beaucoup parce que maintenant mon quartier c'est la République. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de reconnaître ce qui a été fait de bien. En revanche, sur la place de la République, pour lui redonner du relief et lui redonner sa place de pôle alimentaire de cœur de ville, il faut le retour d'une halle. Alors, pour éviter les nuisances liées à des travaux, moi je suis pour la création d'un pavillon... Une halle gonflable. Non, pas une halle gonflable, mais un pavillon néo-baltard, une halle ouverte. Comme on trouve notamment sur le marché de filière. Oui, alors par contre, moi ce serait vraiment dans le style baltard. Donc, non, mais il y en a une en métal comme ça, mais c'est la troisième halle, c'est la halle aux vêtements si j'ose dire. C'est ça qu'on y vend. Bah, en tout cas, vous la verrez dans mon programme, puisque j'ai fait faire le dessin par une architecte locale qui est dans mon équipe. Et j'ai commencé à faire une consultation auprès des commerçants. Et ils sont assez séduits pour le projet. Au début, j'étais parti sur une halle, un pavillon baltard fermé, avec des commerces comme vitrés, avant en fait. Comme avant. Mais je pense que le centre-ville a déjà beaucoup pâti des longues années de travaux de la démolition du parking République. Là maintenant que tout le monde a retrouvé un petit peu de souffle, repartir sur des travaux de longue haleine, ce serait une mauvaise idée. Il y a eu à Torcatis. Voilà. À propos d'avenue Torcatis, dans les épisodes précédents, il y avait un jardin pas extraordinaire, mais qui avait quand même 200 essences, donc le jardin de la Didorie qui a été totalement rasé pour minéraliser absolument le secteur. Est-ce que toi, t'aimes la chlorophylle? Ça, c'est le dogme plus jolesque. Dès qu'on a un arbre, il faut le couper. Donc moi, je prendrais la position inverse, c'est-à-dire que dès qu'on a l'occasion de planter des arbres, on en plantera. Il faut le faire de manière programmée, c'est-à-dire attaqué par l'hypercentre qui est hyper minéralisé. Et ça, je crois qu'avec beaucoup de candidats, on se rejoint là-dessus. Démarrer par la place de la... Olivier Amiel, notamment. J'ai pas lu le programme de M. Amiel sur ce sujet, mais j'imagine qu'on se retrouve aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut commencer par la place de la Victoire, élargir à la place de la République, puisque dans le cadre de ce pavillon néo-baltard, l'idée ce serait de faire grimper pas mal d'essence végétale, et ensuite remonter jusqu'à l'ensemble des quartiers de manière à ce que notre ville reprenne un peu d'oxygène, parce que tout bitumé, y compris les trottoirs, comme on l'a vu récemment, c'est quand même pas terrible. Et végétaliser les murs, en plus des arbres plantés? Moi je pense qu'il faut faire une opération de végétalisation des balcons, c'est-à-dire mettre en place des mesures incitatives pour inciter les riverains du centre-ville à végétaliser les façades. Parce que là, ils végétalisent pas, c'est pareil. Donc, et alors, est-ce qu'on rajoute des bancs? Parce que aussi, il y a eu un enlèvement massif de bancs. Ouais, alors là, sur ce coup-là, je serais un petit peu plus indulgent. L'enlèvement massif des bancs, il vise tout simplement à faire fuir la mendicité. Donc, faire fuir la mendicité, ça passe par enlever les bancs. Maintenant, j'ai vu qu'on faisait des nouveaux... des bancs glissants, des toboggans. Des toboggans. Non, j'ai vu que la mairie avait installé des fauteuils plutôt que des bancs, ce qui évite aux sans-abri de s'allonger. Mais bon, malheureusement, le problème des sans-abri, on ne le traite pas qu'en enlevant les bancs. Il faudrait peut-être traiter le problème des sans-abri, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté, pas les pauvres. C'est clair, on est bien d'accord. Mais là, à mon avis, on a beaucoup entendu parler de plans nationaux de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la mendicité. Mais je pense que le prochain maire de Perpignan, effectivement, et on n'est franchement pas les plus mal lotis sur le sujet de la mendicité,
il devra quand même prendre le sujet Mais à bras-le-corps. la mendicité c'est une chose, la pauvreté c'en est C'en une autre. est une C'est-à-dire autre. que la mendicité est un des symptômes de la pauvreté. Tout à fait. Donc pour reviendre, tiens, toi qui étais au FN, je t'ai pas parlé de sécurité, merde. Ah zut! Alors, bon, là, c'est une ville qui a des problèmes, tout ce qui est lié, pauvreté, enfin, tout nourrit tout. Donc, la sécurité, le trafic de drogue. Ouais, Par à ciel exemple. ouvert. On en Alors, parle souvent d'ailleurs. par exemple, il y a le fameux immeuble Bétriu, Place Cassagne, on y retourne, où derrière, pour un peu, on aurait sa carte bon client, et ça se passe bien, c'est au vu, au su de tous. Les épiceries de nuit aussi, s'ils vendaient que des biscuits et des paquets de café, on ne pourrait pas dire qu'ils aient vraiment un modèle économique viable. Tu en penses quoi, toi? Mais en fait, moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on en est encore là? C'est-à-dire, comment Oui, c'est ça possible que dans une ville de 120 000 habitants, où on a une police municipale parmi les mieux pourvues de France, où on a une police nationale qui est située en plein cœur des problématiques, On a la Comment, gendarmerie à 2 pas. sans parler de la gendarmerie nationale qui est à 2 pas, comment est-ce qu'on peut encore avoir aujourd'hui du trafic de drogue à ciel ouvert? Alors, moi, est-ce que c'est je pour me la pose... paix sociale, comme on dit vulgairement? Mais est-ce qu'on achète vraiment la paix sociale Ah, moi, avec je crois pas. Hein. avec le trafic de drogue? À partir du moment où on décide d'acheter la paix sociale avec le trafic de drogue, Mhm. alors il faut légaliser la drogue. Si on ne sanctionne plus le trafic de drogue, alors ça veut dire qu'il faut le légaliser. Mhm. Moi, pour ma part, je suis très très mitigé sur le sujet parce que je pense, pour l'avoir vécu avec des personnes très proches, la drogue, qu'elle soit dure ou dite douce, Mhm. elle crée des dégâts qui sont littéralement irréversibles. Mhm. Que ce soit la cocaïne, l'herbe ou plus vulgairement le shit. Mhm. Voilà. Il y a des dégâts, qui sont irréversibles au niveau du mental. Mhm. Voilà, on le Surtout voit chez les jeunes qui ont un cerveau en construction, au sens propre du terme. aussi. Ouais, ouais. Mais pas que. On peut se droguer à partir de 40 ans, c'est bon. Après, voilà, trouver des solutions à ça. Moi, je pense qu'avant de chercher les solutions, il faut trouver les causes. Pourquoi est-ce qu'on laisse faire ce trafic de drogue sous les caméras? Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, des représentants publics, des représentants de l'autorité publique, est-ce que des représentants politiques ont des intérêts Mhm. à protéger ce trafic? Mhm. J'espère que non. Moi aussi. Vu que je touche rien, ça me gênerait. Mais à ce moment-là, il faut prendre le problème à la racine. Ouais. Et je pense qu'une municipalité a tout à fait les moyens de combattre ce fléau avec des présences sur les postes, sur les points. Des spots, on dit maintenant, Voilà. je parle pas des boutons. Parce que moi, j'ai eu Jean-Marc Pujol ici même qui me disait aïe madame, on peut rien faire. Le maire, il peut rien faire. Non, moi je crois pas. Le maire, il est représentant de Est-ce que l'autorité légalement, publique. les outils légaux, parce que c'est ça finalement, après il faut la volonté en plus, est-ce qu'il a les outils légaux pour mettre fin à ce type d'activité? Je pense qu'aujourd'hui, les outils légaux, ils sont pas totalement réunis entre les seuls pouvoirs du maire. Cependant, le maire a des possibilités d'exercer une vie d'enfer à ceux qui mènent une vie d'enfer aux riverains, à savoir les trafiquants de drogue, les petits dealers et les passeurs, et qu'il faut mettre le paquet là-dessus. C'est-à-dire faire ce qui a été fait à Béziers, tout simplement, créer des brigades de proximité qui vadrouillent en permanence et qui vont faire des interpellations qui ne sont pas toujours couronnées de succès au tribunal, mais avec beaucoup de persévérance. Mais ça fatigue à force. Ça fatigue, mais pour ça, il faut être un super manager. Et je pense que le prochain maire, ça devrait être un super manager et qui devra encourager ses équipes de sécurité pour vraiment faire du combat numéro 1 de la ville de Perpignan, la lutte contre le trafic de drogue. Alors, il y a un sujet, on va passer à un autre sujet, il y a un sujet dont on n'a pas parlé. C'est donc, on a, comme toutes les villes, on est dans une position géographique. On est dans l'axe Toulouse-Barcelone. Ouais. On a eu, c'est un truc que je cite souvent, on a eu un problème avec Montpellier, qui était censé être dans les années 70 la métropole, 80 plutôt, métropole d'équilibre. Or, ça a été Montpellier et le désert Languedoc-Roussillonnais. Là, on est la colonie maintenant de Toulouse.
Mais si... N'exagérons rien, colonie quand même. C'est une blague que j'ai faite, parce que ça m'a marqué, on a fait une conférence de presse à Toulouse, au palais, au bâtiment de la région, pour le salon indigène, donc des vins nature. Et on arrive là-bas, finalement pas de journaliste. Et la chargée de com de la région nous dit « Ah, mais ce qui se passe dans les anciennes régions n'intéresse pas les journalistes d'ici. » Je vous dis « Mais quand même, on est vos nouvelles colonies, ça devrait vous intéresser. » Donc, quel est l'intérêt de la mise en place d'une délégation perpignanaise pour qu'on ait une caisse de résonance à Toulouse, qui est la capitale de région, pour y faire du lobbying, en fait. D'une part, et d'autre part, la même chose à Barcelone, pour des raisons différentes, et donc ce qui nous permettrait d'avoir un axe cohérent entre Toulouse et Barcelone. Et j'avais M. Pujol sur la banquette, et je lui parlais de l'ancienne représentation que nous avions, qui était un bâtiment de 150 mètres carrés au passage de Gracia. Il avait été mis en vente et j'ai appris qu'il ne l'avait toujours pas vendu. Donc on peut le réutiliser pour y remettre une délégation. Une délégation à Barcelone. Alors, moi je vais vous dire mon point de vue. Je pense qu'il faut arrêter avec les délires mégalos de créer des ambassades dans des villes amies. Elles sont pas amies, on est tous en compétition. Non, je pense que Perpignan n'est pas en compétition avec Barcelone, c'est deux villes qui n'ont rien à voir. Perpignan n'est pas en compétition avec Toulouse. Perpignan, à une époque, aurait pu être en compétition avec Montpellier. Le cours des choses a fait que le maire de Montpellier est devenu président de l'ancienne région Languedoc-Roussillon et qu'il a pu pourvoir sa ville d'énormément de richesses, voire concentrer l'intégralité des richesses de la région, et pourvoir Montpellier de 4 lignes de tramway, d'infrastructures d'excellente qualité, d'un aréna fabuleux, d'un centre-ville au top, d'infrastructures publiques au top, de parkings souterrains restés en régie municipale et avec des tarifs accessibles parallèlement au développement des transports en commun. Moi je dis qu'aujourd'hui, si la ville ou l'agglomération est propriétaire d'un bâtiment au Passec des Gracia, il faut de manière ponctuelle, qu'on l'utilise, pourquoi pas, pour créer des synergies avec nos amis catalans et leur faire connaître notre belle ville de France. Mais le conserver à des fins de représentation permanente sur le modèle de la maison de la région à Perpignan. La maison de la région, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir un bâtiment, c'est la manière dont on l'utilise qui le rend utile ou pas. La maison de la région, elle passe des trucs ici sans faire de communication, on s'en fout. La maison de la région, si elle devait être utile, il faudrait qu'on ait des Aveyronnais qui exposent et que nous, on expose à la maison de la région de l'Aveyron et vice-versa dans tout l'espace de la région. Je pense que le marketing territorial, il doit non pas s'afficher dans une représentation permanente avec des agents publics délégués sur Barcelone, mais avec des opérations de communication ponctuelles, quitte à y mettre le paquet au niveau budget. Aujourd'hui, je pense que Perpignan, c'est une ville qui est trop méconnue. Qu'aujourd'hui, le marketing territorial, on ne le fait valoir que au travers de notre presse quotidienne régionale et uniquement sur le département, et que ce marketing territorial, il faut le faire valoir plus à l'extérieur. Ça a été fait par d'autres métropoles équivalentes à Perpignan. Pourquoi pas se payer une campagne d'affichage dans le métro parisien pour donner envie aux Franciliens de venir, ce que font d'autres territoires, pour leur donner envie de venir passer des belles vacances chez nous et de découvrir le pays catalan. Alors par exemple, à Gérone, 1 an sur 2, on a le forum gastronomique. Pourquoi l'Aglo ne prendrait pas un stand au forum gastronomique de Gérone, qui est là où tous les grands cuisiniers, au moins d'Espagne, mais au-delà, viennent regarder ce qui se fait en produits. Là, je pense qu'il faut demander au président de l'Agence de développement économique. Il y a des budgets pour ça. Peut-être qu'il a préféré faire d'autres salons, mais pourquoi pas envisager effectivement de le faire et d'envoyer nos meilleurs ouvriers de France qui sont sur le territoire métropolitain et faire connaître leurs produits à Barcelone.
Non, à Gérone. Gérone, oui, mais ils le font aussi à Barcelone. Cette année, c'est à Barcelone, mais un plus petit, enfin bon, bref. On a des meilleurs ouvriers de France dans la restauration, dans la chocolaterie, dans la boulangerie, dans la pâtisserie. Effectivement, il faut les faire connaître et puis donner envie aux Catalans espagnols de venir s'approvisionner chez nous. Ici, on a un produit traditionnel qui se remet en place, mais qui n'a pas de visibilité locale. La Rouski ? Si, la Rouski, ça a une visibilité, il n'y a pas de souci. Le rancio sec. On a fait, il n'y a pas longtemps, le salon des vins européens oxydatifs à 100 mètres du centre du monde. Donc on est le premier salon des vins oxydatifs. Le rancio sec doit-il être soutenu pour son image? Je pense que le rancio sec, au même titre que tous les autres vins doux naturels du département, doivent être soutenus et doivent bénéficier d'une promotion plus accrue. Mais pour ça, je pense que la publicité faite par la région sur le Riff Tonic et j'en passe et des meilleurs ne suffira pas. Là encore, c'est pas au sein de la région qu'il faut faire de la promotion, mais c'est à l'extérieur. Le Rivesaltes-en-Bray, le rancio sec que je n'ai jamais bu personnellement, mais je serais ravi de le goûter. Peut-être que j'aurai l'occasion dans cet établissement. On n'en a plus, mais... pourquoi pas le faire connaître? Moi, c'est un produit que je connais pas, alors je me dis, si je le connais pas, il y a des dizaines d'autres personnes qui ne le connaissent pas non plus. Mais c'est pas que sur ce produit en particulier, je pense que c'est sur tous nos produits locaux. Il faut mettre le paquet pour les faire connaître, et il faut que Perpignan redevienne la vitrine de nos savoir-faire locaux. Pourquoi pas une maison du vin à Perpignan? Oui, c'est une bonne idée. C'est assez étonnant qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Mais on ne produit pas de vin, ça doit être pour ça. On va parler encore, parce que là on s'achemine vers la fin de l'interview. Comme dirait les Doors, this is the end. On n'a pas parlé des trains. Alors il y a plusieurs niveaux de jeu. Il y a le transport à grande vitesse, dont il manque un tronçon entre Perpignan et Montpellier. Le Perpignan-Rungis et sa disparition plus probable et l'effet domino que ça aura potentiellement sur le marché Saint-Charles. Putain, qu'on dit que Saint-Charles va mourir. Ah, enfin voilà, parce que... Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le Perpignan-Rungis ? Alors pour le Perpignan-Rungis, c'est du ressort du ministère des Transports et du ministère de l'Écologie, qui sont sous la même houlette. J'avoue que je ne... Voilà, exactement. J'avoue que je ne comprends pas la logique de supprimer une ligne de fret qui fonctionne pour la remplacer par des milliers de nouveaux camions sur l'autoroute. Par conséquent, on nous a promis une remise en circulation de cette ligne. Moi, j'ai été en contact avec des entreprises, notamment celles qui fournissent le froid pour les wagons. Donc c'est l'élément essentiel à la conservation de la marchandise jusqu'à son arrivée à Rungis. Cette entreprise-là, qui est un chaînon fondamental de cette ligne, en tout cas n'est pas informée d'une remise en circulation de la ligne. Par conséquent, je pense qu'on est en train de se faire gentiment mener en bateau, et peut-être que là encore il y a une affaire de lobbying de transporteurs. Parce que le lobbying, il ne faut pas se mentir, il se fait à Paris. Paris est le désert français. Oui, voilà, Paris, Alfred Sauvy, pour ceux que ça intéresse, c'est pour la référence. Très dur à trouver, l'ouvrage. L'idée, c'est, finalement, tu viens de mettre le doigt dessus, la délégation, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un bâtiment à Paris pour faire de l'influence? Je pense que ce serait plus utile, effectivement. Ce serait plus utile. On a des députés, par ailleurs, qui sont censés... Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça, moi... À la limite, tu en sais peut-être un peu plus que moi. Moi, théoriquement, je sais. Tu as été attaché parlementaire de Louis Alliot. Mais bon, Louis Alliot ne pèse pas lourd, puisqu'il n'a pas de groupe, le Front National, le Rassemblement National, pas lourd. Par contre, la question qu'il faut poser, c'est notamment au candidat Romain Grau, qui est député d'un groupe qui pèse du poids à l'Assemblée. J'avoue que moi, je ne comprends pas comment, avec 3 députés de la majorité présidentielle, au niveau départemental, on n'est pas plus favorisé par les instances nationales. Il faudrait peut-être qu'ils pensent à se remuer les fesses et à faire valoir
nos droits Mhm. au même titre que ceux des autres territoires auprès des instances nationales. Alors, est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, un sujet que je n'ai pas abordé, qui serait urgent d'aborder avant qu'on termine l'interview? Je pense qu'on a quand même fait un joli tour. Oui, non, mais il manquera toujours des trucs, mais un truc qui pour toi est important, qu'on n'aurait pas évoqué. Bah, écoutez, ce qui est important, c'est l'échéance à venir. Je pense qu'en mars prochain, il y a quelque chose de crucial qui va se jouer pour l'avenir de la ville. On est vraiment à la croisée des chemins. Ouais. On a un maire qui est totalement en fin de règne, qui vient de fêter ses 70 ans et qui veut encore s'accrocher au trône pour je ne sais quel objectif. Oui, mais il a des Après, prothèses on de a- hanches neuves. Hein. Oui, grand bien lui fasse. Il pourra faire du galop comme ça. Et ensuite, on a un éventail de professionnels de la politique, de la candidate écolo, au candidat du Front National, au candidat En Marche. Et puis après, on a 3 candidats outsiders. Mhm. Et je pense que c'est peut-être à ceux-là qu'il faut donner leur chance. C'est peut-être sur leur programme qu'il faudra être les plus attentifs. Parce que d'une certaine manière, j'ai envie de dire, les autres, ils sont déjà bien occupés par leur mandat. Il faut qu'ils aillent au bout de leur mandat. 2 députés, entre autres, et 2 vice-présidentes de région de l'autre côté. Après, sur la liste qui était évoquée tout à l'heure, je ne connais pas les représentants, hormis le défenseur du patrimoine. Mhm. Et j'attends de voir leurs propositions. Mais je trouve qu'en tout cas, la démocratie est belle et c'est une chance fabuleuse de pouvoir s'exprimer sur l'avenir de notre ville, que ce soit au travers de rencontres comme celle-là, ou que ce soit au travers d'une campagne qui va durer les 4 prochains mois et qui va faire sortir, je pense, beaucoup de propositions pour le futur de Perpignan. Est-ce qu'on aura le temps de débattre? Parce que là déjà, c'est un plaisir que d'avoir un candidat pendant 1 heure qui peut vraiment développer sa vision de la ville et sa prospective. J'aimerais bien voir, et on n'en aura pas beaucoup à mon avis, et en 2014, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu ce débat France Bleu, France 3, ils ont passé leur reportage, ils sont gobergés avec leurs chiffres. Résultat, la confrontation entre candidats, ils étaient 11 il me semble, Ouais. c'était 5 minutes. Et le résultat, c'est de dire le seul problème de Perpignan, c'est le transport. Moi j'ai cette inquiétude-là, hein, qu'il n'y ait pas de confrontation d'idées, que vous insultiez entre... Mais en fait, je pense que le modèle modèle des débats, en fait, se fera sur la manière un petit peu du débat BTP, c'est-à-dire sous forme de grand oral. Ouais. Chaque candidat dispose d'une durée attribuée pour exprimer son programme. Ouais. Et après, ce sera surtout au 2e tour, avec les candidats qui seront sélectionnés, qu'il y aura, à mon avis, un véritable débat. Faire débattre 7 ou 8 candidats autour d'une table, je pense que ça peut vite être Ça a le été bordel. fait sur France Bleu, mais à l'époque, sur Gérard, qu'on a envoyé à Montpellier, Gérard Marty, il avait fait un débat, un grand débat dans un petit café à Cassagne, et ça s'était très bien passé. Je sens pas la volonté d'implication des médias pour faire leur boulot en fait. Je pense que c'est un exercice hyper compliqué pour les médias parce qu'il faut gérer hyper bien le temps de parole à la seconde près. Et c'est vrai qu'en général, les prétendants sont un peu dissipés et c'est difficile à faire respecter. Voilà. Donc moi, personnellement, je suis pour. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des débats, j'y répondrai volontiers. Mais on verra les formats sur lesquels on les retrouvera. Quoi. Voilà. Alexandre Bolo, merci. Merci Nicolas.